Une nouvelle de Pablo Castro et Mosilla, Exerion. Il lui restait une petite heure avant qu'il le tue. Il préféra la passer à regarder un ancien jeu vidéo. Il en chercha un de spécial. En fait, ils l'étaient tous, mais Exerion paraissait le plus approprié. Il le lança, prit l'un des joysticks et baissa la lumière du sous-sol jusqu'à la quasi-obscurité. Son visage se reflétait partiellement sur les écrans. Les lumières clignotantes du jeu se mêlaient à la noirceur du viseur qui couvrait ses yeux et une grande partie de sa figure. Elles se perdirent à mesure que son regard se concentrait sur les graphismes scintillants et sur le petit vaisseau qui tirait, évitant les navires ennemis. Exerion n'était pas un jeu difficile. Le vaisseau contrôlé par le joueur se déplaçait sur tout l'écran, évitant les oiseaux, les petits vaisseaux papillons et les vaisseaux ronds qui tombaient verticalement pour être détruits l'un après l'autre. Le tir était optionnel, coup par coup ou en rafale. Le seul problème était de ne pas épuiser ses munitions, mais si l'on détruisait un nombre suffisant de vaisseaux ennemis, on pouvait recharger ses armes. Un véritable divertissement en boucle. En tant que jeu, Exerion pouvait être considéré comme préhistorique. 20 ans plus tôt, on pouvait encore l'émuler, mais il était devenu introuvable et n'était plus stocké que sur le disque dur de quelques fans. Pour les passionnés du Game Wave, Exerion ne présentait plus aucun attrait, comme bien des jeux de son époque. La majorité des jeux d'aujourd'hui passaient son temps à combattre sur le neuroréseau, annihilant des ennemis réels situés dans d'autres régions du globe ou tombant dans des embuscades dans une banlieue quelconque de l'hypernet. Parfois, lui-même se laissait attirer par le vertige de ces combats à plusieurs endroits en même temps, mais il fallait trop d'habileté et d'énergie pour se maintenir en vie, deux qualités qui lui faisaient cruellement défaut. Là-bas, en 1986, Exerion avait été un véritable vice pour lui. C'était l'époque où on jouait sur des écrans semblables aux anciens téléviseurs installés dans des cabines noires décorées d'illustrations futuristes. Sous les écrans, on trouvait un tableau de contrôle avec deux boutons, un pour diriger, l'autre pour tirer. On lançait le jeu avec un jeton que l'on achetait à l'entrée de la salle de jeu. Après un temps d'adaptation, on devenait familier du jeu et si on pratiquait suffisamment, on pouvait atteindre un score remarquable qui demeurait affiché à l'écran avec les initiales du joueur. Alors on savait qu'il existait une activité dans laquelle on était le meilleur ou simplement supérieur à la moyenne des gens. Il était devenu fan de ce jeu à 10 ans, peut-être moins. À présent, il en avait 55, même si parfois il se sentait 2 fois plus âgé. Son corps reposait quasi inerte sur un fauteuil hydraulique grâce auquel il se mouvait dans toute la maison, tandis que son unique bras restant lui servait à attraper les objets. Ses jambes ne touchaient pas le sol, il n'en avait plus. Parfois, il essayait de se souvenir de ses impressions lorsqu'il était encore valide, mais il y renonçait vite pour se concentrer sur son terminal ou sur une activité demandant son attention. Seuls ces écrans lui paraissaient aussi réels, assez actifs pour le simuler. Il en émergeait des câbles qui se connectaient par de petits branchements sur sa tête et sur les moignons de son bras disparu. Ce système de connexion était archaïque, mais il lui convenait. Il avait la sensation vague qu'à une époque, le jeu s'était emparé de lui, comme le faisaient plus tard les ordinateurs, mais cette impression de réminiscence était floue. Pour faire remonter les souvenirs, pour que ces bouts de mémoire, ces rêves transparents prennent un peu de sens, il lui suffisait d'activer le programme de récupération neurale. Malheureusement, le software saturait vite face à l'invisible nano-effaceur qui dévorait à nouveau les visages et les lieux et les remplaçait par un vide nébuleux et onirique, empêchant toute émotion de germer. Pourtant, une partie de son esprit palpitait encore, une zone que l'électro-effaceur subatomique ne parvenait pas à atteindre ou à détruire, n'étant pas programmé pour annihiler quelque chose qui était, par essence, immatériel. Les traces mémorielles d'Exerion avaient survécu au nano-effaceur. Il pensait parfois que c'était le seul souvenir capable de subsister dans son esprit. Il revoyait des images, des petits détails significatifs. La fois où il avait appris des manœuvres, lui permettant de semer ses ennemis, le moment où il avait atteint la fin du premier niveau, avant tous ses camarades de collège, le jour où il était parvenu à aller plus loin que tous les autres, les adolescents du lycée et du collège, les meilleurs,
les inconnus, les universitaires et les joueurs invétérés. Lorsqu'il avait inscrit ses initiales, sortant de la masse anonyme qui attendait son tour, il avait éprouvé un sentiment de bonheur et d'intense satisfaction, comme s'il venait de marquer un but et que ses coéquipiers couraient après lui pour le féliciter. Puis il était rentré à la maison et n'avait plus jamais été le même. Ils avaient emmené son père. La maison était en désordre, comme après une tempête ayant ravagé les objets et les gens. Sa mère parlait au téléphone. Il revoyait ses traits déformés par l'angoisse. Cette image avait rappelé celle du visage accueillant et proche qu'il aimait, comme s'il s'était effacé ou n'avait jamais existé. Puis ses frères étaient arrivés pour demander ce qui s'était passé. Ils avaient tenté de calmer leur mère, tandis que d'autres personnes les rejoignaient peu à peu et s'informaient discrètement sur les événements. Il se remémorait des visages familiers et d'autres qu'il connaissait de loin. Il revoyait d'autres détails et parfois rien. Le pire était qu'à aucun moment il ne s'était senti partie prenante de la situation. Il avait eu l'impression de visionner un film inquiétant et interminable, qui menaçait de devenir encore plus terrifiant. Il était resté là, regardé impuissant. Ses mains capables de détruire des ennemis sur Exerion ne pouvaient réparer ce qui s'était passé chez lui. À la tombée de la nuit, son frère l'avait serré dans ses bras et les larmes étaient montées, un chagrin qu'il avait retenu avec difficulté. Pendant des jours et des jours, il les avait vus s'effondrer l'un après l'autre dans des sanglots étouffés à mesure que le temps passait et que son père devenait une silhouette floue, étrange. Il se souvenait encore de ces moments. Il se rappelait des visages familiers, de leurs traits. Mais lorsqu'il remontait, ses souvenirs étaient fugitifs comme un rêve. Était-ce arrivé ainsi? Sa sœur l'avait-elle vraiment embrassé? Le sourire ironique de son frère, si semblable à celui de son père, avait-il disparu? Était-ce sa mère qui l'avait câliné une nuit où il ne pouvait pas dormir? Avait-il vraiment joué sur Exerion ce jour-là? Parfois, lorsqu'il se réveillait, certaines nuits plus sombres que d'autres, les images se brouillaient et il doutait qu'ils aient un jour emmené son père. N'était-ce pas sa mère? Ou bien c'était son père, mais il n'avait pas été libéré. Peut-être était-il encore vivant ou très malade, sur le point de mourir. Peut-être était-il déjà mort et il ne s'en souvenait pas. Peut-être était-il décédé après une lente agonie pendant que lui restait indifférent et insensible. Alors il tremblait de désespoir en essayant de faire coïncider ses sensations, démêlant le vrai et du faux, pour retrouver la certitude que son père n'était jamais revenu et qu'on n'avait jamais retrouvé son corps. À l'époque, il pouvait pouvoir retrouver le sommeil, mais les vrais souvenirs remontaient, puissants, et il devait les affronter sans céder à l'appel du rêve, tandis qu'il cherchait dans l'obscurité à allumer les écrans de son terminal, activant les connexions. D'ici une demi-heure, il le trouverait et le tuerait. Quand il l'avait appris, 5 ans auparavant, il s'était demandé comment s'échapper et sauver sa peau. Il avait réalisé que c'était inutile et décidé que lorsque la fin serait proche, il lancerait Exerion et attendrait la mort. Le jeu était sur son disque dur depuis longtemps, mais il n'avait pas encore osé l'activer, de peur qu'il le trouve et le liquide trop tôt. Tandis qu'il jouait, remontaient les images du jour où, en entrant dans la salle d'arcade, il avait découvert le jeu dans un coin et avait glissé une pièce pour s'amuser quelques minutes. Aujourd'hui, ses doigts gourds manœuvraient les commandes avec maladresse et il perdait ses vaisseaux trop facilement. L'écran reflétait la moue sceptique de son visage vieilli. 3 grands oiseaux s'approchaient en haut de l'écran. Il les bombarda. En les regardant changer de couleur et exploser, il se sentit capable de retrouver ses 10 ans. Il faut d'abord désactiver tous les liens, pensa-t-il à voix haute, comme s'il donnait des explications à quelqu'un. Ensuite, il devrait couper le circuit électrique. Ils utilisaient parfois une onde de détection de flux électronique. Mettre une couverture isolante pour disperser la chaleur et prier pour que les signaux ultrasons du satellite métropolitain se perdent dans une tempête. En réalité, il ferait mieux d'abandonner l'appartement et de filer le plus vite possible. Lorsqu'il repérerait un signal d'IEC, intrusion en cours, et détectait une évasion neurale, signe d'un VDQ, vol de données qualifiées, ces gens-là
prenait en chasse tout ce qui bougeait, même sans ordre de recherche, et les auteurs de l'effraction disparaissaient sans laisser de traces. Il était impossible de récupérer quiconque ayant défié les systèmes de sécurité, pas même sur l'hypernet. Il regarda l'heure. Il avait encore du temps devant lui, assez pour passer de nombreux niveaux sur Exerion. Ils n'avaient jamais eu de nouvelles de leur père. La vie n'était plus la même sans lui. Une peur terrible les avait conduits à abandonner la maison pour aller vivre chez des parents, pelotonnés dans une pièce. Puis ils avaient quitté Santiago un bon moment, le temps que les événements se calment. C'est alors que la colère avait explosé. Son frère avait juré qu'un jour, il volerait un cartel ou liquiderait quelqu'un, tandis que sa mère contemplait impuissante la haine qui menaçait de les détruire tous. Ils avaient dû affronter la routine inévitable de ces années, les soirs où sa mère rentrait d'une pénible consultation de liste de noms, les plaintes sans espoir, les éternels avocats qui savent tout et qui n'obtiennent rien, les procédures interminables, les sentences défavorables qui démolissaient en un jour ce qui restait d'eux, les fantomatiques photographies en noir et blanc de son père, encadrées qui éloignaient le souvenir de son visage enthousiaste, ironique et paternel, les départs ensemble, les veilles nocturnes. Quand il avait quitté tout cela, il s'était retrouvé seul, pensa-t-il, au moment où, à cause de son entêtement, il s'était retrouvé mutilé et en danger de mort, comme son père. Et il ne ressentait plus rien. Durant des années, il s'était demandé pourquoi, comment il était parvenu à cet état de distanciation. Où était partie la peine, la douleur, la furie et le désir de vengeance? Était-ce de l'impuissance? Une chose bien plus forte que le nano-effaceur infestant son cerveau avait tout dévoré. Tout ce qui jaillissait de son cœur, le laissant ainsi comme une marionnette sceptique, désabusée, juste capable de tirer sur des ennemis virtuels, des nuits entières, devant des écrans. Pourtant, au début, il était resté près de sa famille. Il avait exhibé son air triste et perdu, en harmonie avec les sentiments des autres, jusqu'à ce que cela lui devienne insupportable. Ensuite, il s'était éloigné, le reste de sa famille ne lui avait pas pardonné. Mais il se trompait, il aimait son père. Tout avait été si rapide, si accablant, implacable. C'était comme si, en lui prenant son père, ils avaient aussi emporté sa sensibilité et sa capacité à grandir. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il avait disparu aussi, à sa façon. Il avait l'impression d'être resté devant Exerion avec un paquet de jetons. Cet enfant, ce gosse de 10 ans, était encore là, quelque part au fond de lui, et tandis qu'il détruisait une rangée de vaisseaux ronds, il pensa que durant toutes ces années, il était devenu un prolongement confus et maladroit de ce gamin, une imitation vieillie qui faisait semblant d'être en vie. L'enfant continua de tirer et d'éviter les vaisseaux avec une stupéfiante habileté. Dans un quart d'heure, il serait là. Et il n'avait pas de nom officiel, mais sur le réseau, on les appelait les rampants. Ils appartenaient au service de renseignements informatiques, une division spéciale, regroupant un personnel de toutes les branches des forces armées, créée après qu'un étudiant argentin eut neutralisé le système terrestre d'alerte durant la crise d'Ushuaïa. Depuis, les rampants aidaient la police à détecter les crimes mineurs. Les tentatives d'accès illégal aux fichiers des archives militaires ne manquaient pas, et la loi d'intra-sécurité était claire pour tout délit. Une peine d'incarcération de 20 ans. Les ordres non écrits l'étaient encore plus. 5 balles dans la tête, ou le laser à désintégration moléculaire haute puissance. Il balança une rafale à une bande de volatiles qui le bombardait. Les oiseaux volèrent en éclats, puis s'estompèrent pour laisser place à un nouveau groupe d'attaquants. Il entama une manœuvre, monta jusqu'au bord supérieur des écrans, puis attendit d'être de nouveau attaqué. Ils ne purent l'atteindre. Tandis qu'il redescendait, il les bombarda, il les annihila. Il sourit. Il avait encore 3 vies en réserve et le compteur de munitions indiquait 356 balles. À ce rythme, il irait très loin. Et jusqu'où? Il n'en avait aucune idée.
Un type en Italie jurait qu'il avait atteint 3 887 056 points, et il pouvait le prouver, soi-disant. Il l'avait cru, tout en sachant qu'il mentait peut-être. Il était sûr qu'un jour il dépasserait ce record, pour le seul plaisir d'y être parvenu, et pourtant il avait fini par arriver au point où les jeux anciens deviennent répétitifs et lassants. La recherche de leur père était toujours pareille. Comment les autres pouvaient-ils comprendre que pour lui, cela n'avait plus de sens? Comment leur expliquer qu'il n'éprouvait plus rien? Comment leur raconter qu'il n'existait rien de pire que cette incapacité à ressentir alors que justement c'est nécessaire quand des hommes viennent chez toi, attrapent ton père, l'emmènent dans un endroit où il joue avec sa vie, où il s'amuse à le torturer et où ils finissent par le jeter comme un filet de patates ou un sac de poubelle dans un trou noir à moitié creusé, dans une eau sombre, ou des choses pires encore que tu ignores mais que ton intuition te souffle. Comment pouvait-il se sentir distant de tout cela? Plus tard, il l'avait embauché comme consultant tactique pour protéger leurs archives. Il leur avait montré le danger de toutes les méthodes d'accès à distance via le réseau interactif. À l'époque, le pourcentage de la population connectée dépassait déjà les 90%. Étaient-ils tous aussi insensibles que lui? À un moment donné, ils avaient oublié ce qui s'était passé et ce qui pouvait se passer simplement parce qu'ils vivaient dans un oubli constant. Parfois, il observait la ville et se demandait combien d'individus ne tenaient à personne ou n'étaient rien, faisant semblant de mener une vie dont nul ne savait plus réellement si elle existait. Combien de braves gens circulaient au milieu de la multitude et disparaissaient sans que l'on note leur absence? Combien d'étoiles y avait-il dans cette galaxie froide qui, en s'éteignant, n'était pas remarquée par les milliers d'observateurs sceptiques? Le monde était un champ de disparus. Mais ne pouvait-on pas récupérer quelque chose avec un peu de volonté ou une once d'empathie? Comme l'avait dit un officiel des renseignements des FAC, Forces aériennes du Chili, nous avons les noms et les points de chute. Pas tous évidemment, mais nous pouvons récupérer et conserver ces données. L'information ne disparaît pas, elle se transforme seulement. Et nous ne pouvons pas l'ignorer ou l'effacer, même si nous le voulions. Le nombre de gens de droite assassinés à cette époque variait suivant les rapports. Son père avait été simple officier des FAC et pire, n'avait rien à voir avec les partis politiques ou les mouvements subversifs. Alors pourquoi l'avait-il emmené? La famille entière avait dénoncé un enlèvement politique tout en sachant que ce n'était pas vrai. Elle avait utilisé ce prétexte pour être prise en charge par les mouvements de recherche de la vérité. Toutes ces familles qui, avec le retour de la démocratie, avaient été indemnisées par l'État. Était-ce la raison pour laquelle il s'était éloigné d'eux? Il ne s'était jamais senti attiré par la politique. En vérité, tous ces groupes l'incommodaient pour des raisons obscures, sans doute liées à son caractère taciturne. Aucun de ceux qui connaissaient son père n'avait compris qu'il puisse travailler pour l'institution qui l'avait tué. Les FAC, de leur côté, n'avaient fait aucun problème. En tant qu'experts d'un phénomène qui commençait à menacer les sites stratégiques militaires, ils constituaient une recrue très intéressante. Ils les avaient aidés à créer des systèmes de détection et de recherche ainsi que des tactiques de combat. Mais il avait cédé à la tentation de rechercher des informations sur son père. Il avait piraté les codes d'accès, protégeant la mémoire des FAC sur les 50 dernières années, et retrouvé la trace de centaines de personnes, tous ceux que l'on avait assassinés et fait disparaître. Tous ces gens étaient répertoriés, chacun possédait sa fiche indiquant ce qu'il était devenu. Il y avait beaucoup de noms, des gens aussi oubliés que ceux du générique de fin d'un film. Il n'avait pas trouvé la fiche de son père. En revanche, il avait ouvert un fichier qu'il avait ébranlé. Archives secrètes d'Exerion. Statut, rapport de probabilité, annotation 555, 10 septembre 1985. Les avancées de la création et le développement des réseaux informatiques sont un fait établi. Il existe de nombreux projets
aux USA et au Royaume-Uni qui vont dans cette direction. Dans les 20 prochaines années, il est probable que ces réseaux fusionneront au point de former un réseau unique de type mondial. Les apports peuvent être multiples et bénéfiques, mais il existe également la possibilité d'un danger, le contrôle des populations interconnectées. Celui qui exercera ce contrôle pourra modeler la société à sa guise, puisque toutes les activités humaines s'effectueront à l'intérieur du système de réseau. Les pays devront être connectés s'ils veulent survivre, et avec le temps, leur réalité matérielle s'effacera au profit d'une réalité de type virtuel. Lorsque cela arrivera, qui pourra définir la frontière séparant les deux réalités et comment? Dans 50 ou 100 ans, les sociétés humaines seront devenues un réseau en elles-mêmes, où chaque personne fonctionnera comme un terminal. Ce monde ne sera pas très différent de celui que nous connaissons, mais les gens seront incapables de déterminer où ils se trouvent réellement. Pourront-ils affirmer qu'ils sont réellement des personnes de chair et de sang, et non des entités émulées, vivant dans un univers virtuel? Major José Morales, officier des renseignements, bataillon Condor, 252. Il avait alors tout compris. En une fraction de seconde, il avait eu une vision d'une étonnante clarté, au-delà des mots, et la seule question qui lui était venue à l'esprit était de savoir s'il pourrait se sortir de là. Nul ne pouvait quitter le système indemne après avoir découvert le point névralgique de la stratégie militaire, pas même un consultant tactique. Le nano-effaceur s'était glissé en lui une fraction de seconde après la fermeture du fichier. Ce programme avait été conçu pour en finir lentement avec les intrus et les faire disparaître sans avoir à creuser un trou ou survoler une mer sombre et profonde. Lorsqu'il avait réussi à le neutraliser, le nano-effaceur avait déjà coagulé les artères de ses membres. Il n'avait pu sauver que son bras droit et oblitérer les noms de sa famille et une grande partie de leur visage. Il avait pu récupérer quelques éléments à l'aide du programme neural, mais le nano-effaceur demeurait là, au fond de son cerveau, intégrant une partie de sa vie et de son insensibilité. Ils étaient sur le point d'arriver, peu importait. C'était inévitable, et il se sentait prêt. Durant ces années, il avait pu calculer le temps exact qu'il mettrait à le retrouver après avoir su qu'il avait extrait l'information. Et il n'avait découvert aucun moyen de s'échapper et de sauver sa vie. Sa vie. Les 55 années qu'il portait en lui. Était-ce l'âge de son corps réel? Toutes ces années, que lui était-il arrivé? Le vide et le néant de son esprit diluaient-ils le temps et le transformaient-ils? Peut-être était-ce la faute du nano-effaceur qui avait vidé sa mémoire et fait de lui une marionnette mutilée. Pourtant, il sentait quelque chose derrière le vide, une sensation impossible à effacer, tapie derrière les couches de sa mémoire. C'était parfois la solitude ou une nuit interminable devant les écrans. C'était un travail fade et épuisant, ou la nuit de Nouvel An à observer fixement la pendule sans bouger. C'était une promenade au milieu de la multitude inexpressive et hostile, avant de perdre ses jambes, ou simplement le fauteuil hydraulique qui s'enrayait de temps en temps. C'était un cœur qui devient de plus en plus froid, qui perd sa forme et sa couleur, un nom trop commun enfoui sous des milliers de noms communs, un homme dans une ville de 10 millions d'êtres qui ne savent pas ce qu'ils ont perdu. C'était l'inutilité des réseaux qui ne pouvaient lui rendre un passé qu'il n'avait pas vécu. C'était un bras qui se tend dans le lit et ne rencontre personne. Une caresse à un corps seulement imaginé et qui torture des sens à l'agonie. Le monde que son père avait prévu. Depuis longtemps, il avait compris l'inutilité de la fuite. Il n'avait pas peur d'être tué ou de disparaître. Il n'existait déjà plus. Peut-être n'avait-il jamais existé. La vie s'était chargée de le faire disparaître comme un hologramme qui perd sa source d'énergie et de lumière, la vie puissante qui s'agite au loin, dehors, et à laquelle tout semble boire, sauf lui. Les forces obscures qui gouvernent tous les plans de la réalité l'élimineraient comme son père. Ces forces malignes qui contrôlent le destin de l'humanité en utilisant hommes et machines comme de simples instruments, des instruments de dissolution. Fuir, cela n'avait aucun sens. Il n'avait nulle part où aller, il était prisonnier.
d'un monde artificiel qui n'avait ni passé ni futur, seulement un obscur présent d'évocation virtuelle. Il se demandait s'il était toujours le même, si l'hypernet ne remodèlerait pas les personnes engluées dans la réalité artificielle. Était-ce possible de refaire une vie à partir de soi-même, d'émuler sa propre conscience sous une forme distincte et une apparence inoffensive? Victor Morales, c'était son nom. Il avait décidé de créer un programme de personnalité émulant ce qui restait dans son cerveau, rassemblant les données sur sa vie, sa famille et tous ces éléments qui constituent un être humain. Ce travail avait meublé ses années, lui permettant de survivre. Un programme interactif qui, une fois activé, donnerait à l'utilisateur la sensation de se trouver à l'intérieur de son esprit, un esprit un peu inerte et diminué mais suffisant pour donner une image de celui qu'il était. La personne qui l'activerait ressentirait ce qu'il avait été et pourrait le comprendre. Certes, cela n'avait rien d'original. L'Hypernet était plein de ces programmes, des émulations de gens qui voulaient vivre après leur mort ou leur disparition, essayant de donner forme à des existences qui ressemblaient finalement à des tranches de vie mécaniques et sans âme. Là-bas, il y avait des millions de voix et des visages se cherchant, mais incapables d'être engagés dans un lieu réel qui les unirait vraiment. Et ils restaient là, attendant que quelqu'un pénètre en eux et se sentent comme eux, d'étranges fantômes se balançant, agités par un océan d'informations frénétiques qui les brassait et les éloignait jusqu'à ce qu'ils se perdent. Son programme de personnalité était en suspension, comme la révélation de son père, en attente. Il les sentit approcher. Il vérifia le score, puis il se concentra sur le jeu et commença à détruire sans pitié tout ce qui bougeait pour en finir rapidement avec ses ennemis. Il tirait avec habileté, tandis que les oiseaux géants et les vaisseaux papillons se succédaient, disparaissant les uns après les autres. Et soudain, il remarqua qu'il avait dépassé son score et atteignait facilement les 5 555 555 points. Il jeta son corps en arrière et eut un petit sourire ingénu qui le projetait en arrière dans le passé, en 1986. Il se sentait léger dans un état étrange qui faisait remonter les sensations, trompant les nano-effaceurs. C'était peut-être l'appel de son passé ou les yeux de sa mère, le sourire de son frère, de sa sœur, ses cheveux, ou bien toute sa famille sur une photographie un jour de Noël, paisible. Peut-être était-il tout seul devant une machine dans une salle de jeu ancien, avec ses derniers jetons en train d'afficher ses initiales pendant que le visage de son père se reflétait sur l'écran, fier de sa réussite et mémorisait le nom du jeu. Son unique bras abandonna le joystick et laissa l'ennemi le détruire, jusqu'à ce que les écrans redeviennent flous et effacent son nom. Il crut alors que des sensations revenaient. Il n'était pas sûr, peut-être n'était-ce qu'un frémissement, mais c'était réel, et cela le faisait trembler à l'intérieur. Peut-être que le nano-effaceur avait des ratés, ou bien son passé se reconstituait en quelques secondes, en des parties qui se reconnaissaient et s'entremêlaient en une joie belle et étrange. Toutefois, il n'en était pas sûr, c'était juste un frémissement. Il recommençait à sentir. Il déclencha le lancement de l'Hypernet de la capsule contenant l'information et le programme de personnalité, sans l'activer toutefois. Elle s'éloigna du terminal et demeura de l'autre côté des écrans, tandis que ceux-ci clignotaient dans l'obscurité du sous-sol, illuminant un étrange corps mutilé, connecté à des câbles, qui attendait en silence. Une minute plus tard, un laser haute puissance jaillit du mur de la pièce et lui traversa la tête. Le corps s'effondra inerte, tandis que d'autres tirs détruisaient les écrans et que l'obscurité recouvrait tout. J'ai été lancé dans un tourbillon que je ne comprends pas bien. Je suis fonctionnel suffisamment pour pouvoir distinguer ce qui se passe au-delà des écrans, mais je ne suis pas activé. Je peux voir depuis 1 heure. Je me suis vu, mais je n'arrive pas à me reconnaître. Il s'est peut-être passé des années, je n'en suis pas sûr. Ici, cela peut être hier ou demain. Je suis.
Exerion. Je suis Victor Morales. Je suis également les voix, les yeux qui se perdent sur des écrans diffus. Un enfant en train de jouer, une mère méconnaissable, un père dont le visage n'existe pas, et n'est que contour et réalité. Je suis un programme, en attente, espérant que l'on me trouve pour renaître, ou disparaître pour toujours. Je suis une partie de jeu qui dépasse les 5 millions de points et dissimule une prophétie sur le monde, une émulation qui flotte dans une galaxie d'émulation et qui attend son heure. Je pourrais devenir vraiment vivant et parler clairement, mais j'ai besoin que quelqu'un, là où je ne peux aller, m'active. L'attente sera longue, qui pourrait faire le lien entre moi et un rapport rédigé par un officier mort pour dénoncer les dangers des réseaux et des univers fictifs, qui se préoccupent de savoir que je suis dans l'hypernet. Y a-t-il quelqu'un ayant autrefois joué à Exerion et qui s'en souviendrait comme l'enfant dont les souvenirs tremblent en moi? Exerion est une nouvelle de Pablo Castro Hermosilla, extraite de la revue Galaxy Science-Fiction, dossier Cyberpunk, numéro 40, été 2006. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.